notre présentation va s'axer effectivement sur une partie accès et modalités d'habilitation des agents de l'INSERM aux données du SNDS. Et puis, a priori, on nous a demandé aussi de vous parler un petit peu des grandes caractéristiques et des bonnes pratiques d'interrogation des données. Vraiment, on n'ira pas vraiment dans le détail, hein, c'est vraiment pour vous sensibiliser à certains aspects et également sur l'environnement de travail. Donc, on va passer la parole tous les trois, donc avec Alexandre Ducreux qui est plus chargé de la partie habilitation, sécurité des données, et puis David Fagionato qui est plus sur la partie outils et architecture. Alors, sur la partie accès aux données, on rappelle, parce que je crois qu'il y a peut-être parmi vous des personnes qui ne connaissent pas ou très peu le SNDS, quelles sont les données qui sont actuellement disponibles dans ce système. Donc, actuellement, on a dans le SNDS ce qu'on appelle la base principale du SNDS, uniquement des bases de données exhaustives qui émanent des données de l'assurance maladie résultant du remboursement des soins et qui viennent de l'ensemble des caisses primaires de tous les régimes d'assurance maladie, enfin des organismes d'assurance maladie, pas forcément des caisses primaires. On a également les données des établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés, et qui nous remontent par le biais du programme de médicalisation des systèmes de santé via l'ATIH, l'Agence technique pour l'information hospitalière. Et puis les données qui émanent de l'INSERM, et plus particulièrement en provenance du centre de recherche du CEPIDC, je vais dire plus rapidement, pour pas faire d'erreur. Voilà, donc toutes ces données sont actuellement à disposition dans notre portail et on a un dernier axe de données qui doit prochainement être mis à disposition. A priori, ce serait fin d'année 2022 et qui correspond aux données médico-sociales du système d'information des maisons départementales des personnes handicapées, les MDPH, qui sont centralisées par la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Donc voilà, les composantes du SNDS. On n'accède pas à une base, à un entrepôt global de données. On va avoir plusieurs types de données de produits de restitution qui vont dépendre du niveau d'agrégation des données. On va avoir ce que vous voyez là dans le petit pavé bleu, ce sont des données qu'on dit agrégées parce qu'on n'aura pas de données individuelles ni sur les bénéficiaires de soins, ni sur les professionnels de santé, ni sur les établissements. Ce seront des données agrégées plutôt orientées sur le suivi des dépenses. Donc on aura des postes de dépenses détaillés, mais pas de données individuelles. On a ce qu'on appelle les données semi-agrégées, c'est ce que vous avez en orange, où là on aura toujours des données agrégées au niveau des bénéficiaires de soins, mais individuelles côté professionnel de santé ou établissement, et cela permet de faire par exemple des études d'activité de profession de professionnels de santé. Et puis, ce qui vous intéresse certainement plus, ce sont les produits de restitution qui contiennent des données individuelles sur les bénéficiaires de santé, de soins, sur les professionnels et sur les établissements. Et là, on a deux types de produits accessibles. Ce que vous avez en vert, ce sont des données qui vont être échantillonnées, c'est-à-dire qu'on aura 1% de la population protégée qui sera représentée dans ce produit et pour lequel on va avoir l'ensemble de la consommation de soins, un référentiel bénéficiaire et à la fois les soins en ville et à l'hôpital. Et puis le niveau le plus détaillé que l'on a, c'est ce qu'on a dans le pavé violet. Ça correspond aux données individuelles bénéficiaires, professionnels et établissements au niveau exhaustif. Et là, on aura ces données restituées dans ce qu'on appelle le datamart de consommation interrégime, le DCIR au niveau de la consommation de soins de ville et le PMSI pour les 4 champs MCO, HAD, SSR et PSI, ainsi que les causes médicales de décès.
Donc voilà pour les différents types de restitution que l'on peut trouver dans le SNDS. Pour ce qui concerne l'INSERM, on va avoir effectivement, comme vous l'avez dit, on a un changement dans les accès qui est notable depuis donc le décret du 29 juin 2021. Auparavant, donc, suite à la loi qui créait le SNDS, il y avait un décret donc de décembre 2016 qui avait donné accès à l'INSERM dans un accès permanent au SNDS, aux données agrégées et semi-agrégées et aux données échantillonnées. Et pour avoir accès à des données plus importantes, alors pas aux données exhaustives, mais à des données plus ciblées sur des bénéficiaires qui ne pourraient pas être trouvés dans l'échantillon, il était possible de demander un accès sur projet dans ce qu'on appelle, pour obtenir ce qu'on appelle une extraction d'EMEX et pour avoir donc sur critère une extraction d'une cohorte et de sa consommation, ou bien pour pouvoir extraire cette cohorte, les patients d'une cohorte donnée et les apparier de façon directe ou indirecte avec les données du SNDS et obtenir ainsi toute leur consommation. Le décret du 29 juin 2021 ouvre dans l'accès permanent au SNDS l'accès aux données permanentes, aux données exhaustives bénéficiaires. Ce qui fait que donc les agents de l'INSERM ont la possibilité d'être habilités à ce qu'on avait tout à l'heure dans le pavé violet, les données exhaustives bénéficiaires, à la fois donc en consommation de ville, établissement, cause de décès. Et comme il est possible du coup d'accéder à ces données exhaustives, les extractions de données sur critères sans appariement avec une cohorte externe peuvent être faites directement dans le SNDS par vous. Ce qui fait que à partir de ce décret, il est encore possible de demander des accès sur projet avec une extraction de données d'une extraction d'EMEX, mais uniquement pour ce qui correspond à des appariements avec des cohortes de patients externes au SNDS. Voilà pour ces données. Alexandre. Hop, oui, je prends la main. Donc, en fait, pour vous dire, la manière dont c'est découpé dans le décret, en fait, il y a un certain nombre de critères qui peuvent exister. Donc, on va avoir des critères autour de la profondeur, autour du périmètre, est-ce que c'est des données nationales, régionales ou locales. Est-ce que les numéros DPS qui sont présents dans le SNDS seront envoyés de manière chiffrée ou en clair? Voilà un certain nombre de critères. Et donc, par rapport à l'INSERM, vous avez été bien loti. Donc, dans le décret, vous avez le droit à 19 ans plus l'année en cours, France entière. Par contre, vous avez le numéro de professionnel de santé qui est chiffré. Et vous êtes en capacité de réaliser des croisements entre des identifiants potentiels. Et donc en fait, pour vous, quand vous vous connecterez au portail, pour ceux qui ne connaissent pas et même pour tout le monde, en fait, quand vous vous connectez, vous indiquez votre identifiant et le code qui est généré par un moyen d'authentification, et derrière vous choisissez le profil. Et donc là, quand il vous aura été attribué, vous vous connecterez avec le profil numéro 108 pour accéder à ces différents éléments. Ça, c'est pour les accès qu'on appelle permanents, donc c'est-à-dire vous accédez au SNDS. À côté, hop, j'avais pas mis la caméra, pardon. Bon, ça marche pas, tant pis. À côté, pour les autres accès, donc ceux sur projet, les demandes d'extraction, les DMEX, dont parlait Sophie, là, ça va être suite à une demande auprès du CESRES et suivre le processus tel qu'il peut exister aujourd'hui. Hop. Pour pouvoir accéder à l'échantillon général bénéficiaire ou au GB ou au DCIR, il est nécessaire d'avoir suivi une formation d'abord architecture et données du SNIRAM SNDS, et ensuite une formation par type de composants sur lequel vous voulez accéder. Pour les accès sur projet, là, la formation architecture n'est pas nécessaire, et par contre, il y a une formation spécifique sur les demandes d'extraction qui serait à suivre. Donc là, on vous a mis les différents éléments de détail avec la durée et le nom de la formation qui est concernée.
Il va y avoir un système d'équivalence entre les formations accordées qui va être mis en place. Je vais peut-être te relaisser la parole là-dessus, Sophie, pour pas dire de bêtises. Oui, alors enfin, c'est un dispositif qui est déjà un peu mis en place pour certains d'entre vous. On avait proposé en octobre un amphi de passage pour les utilisateurs experts de l'EGB simplifié, donc l'échantillon généraliste de bénéficiaires simplifié aux données exhaustives de DCIR. Et donc pour les personnes formées à l'EGB expertes et ayant assisté à cet amphi, il était possible de demander une habilitation aux données DCIR sans faire forcément la formation aux données exhaustives de 3 jours. Tout cela en consultant le support de cours et les guides de bonne pratique pour bien consolider les différences. Et bien sûr, sous le contrôle de votre autorité d'enregistrement, donc l'équipe du CEPIDC va, je crois, après nous, vous expliquer un petit peu comment ils vous attribuent, enfin, ils vous permettent de donner des habilitations à l'exhaustif. Pour les personnes formées aux données d'extraction des CIR, il y a aussi des modalités de passage qui sont possibles pour ne pas être obligé de refaire la formation de 3 jours. On est en cours de réflexion puisqu'il y a quand même un nombre important d'utilisateurs concernés qui vont avoir une connaissance plus ou moins importante des données selon leur expertise. Et donc, dans un premier temps, ce qu'on est en cours de préparation, c'est une documentation de passage de l'environnement d'Emex à l'interrogation des données dans la base exhaustive des CIR. Et je pense qu'ensuite, on reviendra vers vous avec d'autres modalités de parcours possibles. Mais effectivement, ceux qui ne sont pas formés ou qui n'ont pas beaucoup utilisé leur accès devront faire une formation complète pour pouvoir être habilités. Donc la slide suivante, c'était juste pour faire un peu un résumé et rappeler les différents éléments. Donc pour pouvoir être habilité au DCIR ou même à l'EGB, vous devez avoir suivi la formation donc dans le cas du DCIR, formation DCIR, ou avoir assisté à l'amphi dont parlait Sophie. Et vous devez aussi soumettre le projet à votre autorité d'enregistrement. C'est bien l'autorité d'enregistrement qui porte la responsabilité de dire par rapport au type de projet et par rapport au type de données qui vont être nécessaires, oui j'accorde ce profil à la personne, à l'utilisateur, pour la durée qui est prévue sur son projet. Donc c'est l'étape suivante, l'autorité d'enregistrement de l'organisme ajoute le profil DCIR, DCRS au compte de l'utilisateur. Et pour les personnes qui utilisent déjà le portail, pour vous rassurer, ça ne nécessitera pas l'envoi d'une nouvelle calculette ou d'un nouveau moyen d'authentification pour accéder au portail. C'est simplement une mise à jour sur votre compte. On vous rajoute un profil. Il n'y a pas besoin de redisposer d'un nouveau média d'authentification. Les seuls cas où on va avoir plusieurs médias d'authentification, ça va être dans le cas des demandes d'extraction, pour lesquelles en fait chaque espace projet auquel vous pouvez accéder qui contient les données qui ont été associées sont associées à un compte pour en fait éviter les croisements entre plusieurs espaces projets qui resteraient possibles. Donc c'est pour ça qu'on a un compte, une calculette. Mais pour votre compte standard INSERM, il n'y aura pas de nouveau renvoi de moyens d'authentification. Alors, pour continuer un petit peu dans les différences, si vous êtes parmi les utilisateurs qui connaissaient déjà soit l'échantillon de bénéficiaires, soit une extraction sur projet, on a essayé de faire un petit peu un focus sur les grands changements que cela va avoir dans vos pratiques d'interrogation. Et ça commence par le ciblage des bénéficiaires de soins dans vos travaux, puisqu'on va avoir différentes variables identifiant les bénéficiaires et chacun des produits va contenir une variable, axée sur une variable différente. Dans l'échantillon de bénéficiaires, vous avez la consommation de soins d'une personne qui va être rassemblée sur un identifiant pseudonymisé unique qui s'appelle dans ce cas-là BENIR IDT et sur lequel on va regrouper l'ensemble de la consommation du bénéficiaire, même s'il peut avoir changé d'identifiant
selon s'il change de régime ou entre un identifiant provisoire, un identifiant définitif, etc. Dans des extractions sur projet, vous allez avoir également une consommation de soins qui va être restituée sur un numéro d'identifiant qui s'appelle NUMANC et qui va correspondre parfois à un numéro d'identification anonyme d'un bénéficiaire unique si on a pu, si dans le cas des appariements avec des cohortes appariements directs ou indirects, ce sera le numéro de votre enquête, le numéro de bénéficiaire dans l'enquête, et si vous êtes sur une cohorte sur critères, vous aurez ce qui correspond à notre variable BENIR PSA que vous trouverez également dans le SNDS données exhaustives. Effectivement, donc dans les données exhaustives, on a l'identifiant qui est remonté avec le pseudonyme du bénéficiaire qui s'appelle BENIR PSA et qui va pouvoir, derrière ce BENIR PSA, on va pouvoir parfois avoir plusieurs... on va pouvoir avoir pour un même individu plusieurs BENIR PSA différents. Par exemple, un enfant va avoir un BENIR PSA avec le compte de chacun de ses parents, etc. C'est des choses un petit peu complexes que vous avez, pour ceux qui ne connaissent pas, pourront suivre en formation. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous accédez dans le SNDS exhaustif, il faudra cibler un groupe de patients répondant à vos critères de cohorte. Vous ciblerez des BENIR PSA et il faudra aller chercher tous les identifiants bénéficiaires correspondants, donc tous les pour reconstituer ce qu'on a dans l'échantillon pour remettre toute la consommation d'un bénéficiaire, même s'il a changé d'identifiant au cours du temps, et pouvoir aller rechercher toute la consommation. Alors, c'est des méthodes qui sont expliquées dans la formation aux données d'extraction, à la formation d'EMEX, et pour lequel on risque effectivement de vous proposer des méthodes si vous avez besoin de faire ce type de travaux. L'autre grande caractéristique, c'est le modèle de données des CIR par rapport à l'échantillon de l'EGB simplifié que peut-être vous avez interrogé. Le modèle de données des CIR n'est pas simplifié. Il y a un DCR simplifié qui a été mis à disposition, mais qui n'est plus chargé depuis les données de décembre 2019 et qui va certainement pas l'être prochainement. Donc vous allez devoir travailler sur un modèle de données non simplifié qui contient une table centrale et des tables de prestations affinées pour préciser les informations, avec plusieurs lignes pour un bénéficiaire et pour une prestation. C'est un modèle un peu plus complexe, avec 9 clés de jointure entre toutes les tables et la présence d'une variable dans une seule table, donc nécessité de passer par une table centrale de prestation pour recueillir des informations, par exemple sur le patient, sur les dates de soins, les prestations, et d'aller ensuite dans des tables affinées avec les 9 clés de jointure pour préciser les informations sur du codage affiné, par exemple. Et la dernière grande caractéristique de notre produit de données des CIR, c'est d'être restitué en date de traitement, c'est-à-dire ce sont des dates proches des dates de remboursement et non en date de soins. Dans l'échantillon de bénéficiaires, vous aviez des données restituées en date de soins. Et dans DCR, on a une base qui est indexée sur le mois, qui s'appelle la variable mois de mise à disposition des flux et qui correspond à une date proche de la date de remboursement. Et comme la base est partitionnée selon cette variable, il faudra toujours mettre une condition sur cette variable pour optimiser les requêtes et aller chercher directement l'information que vous voulez dans la bonne partition. Et également, comme la base de prestations contient des remboursements depuis janvier 2013 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à décembre 2021, c'est une table très volumineuse et on ne peut donc pas l'interroger sur l'ensemble de la période. Si vous faites ça, votre requête sera directement stoppée par les informaticiens car trop coûteuse et elle risquerait de bloquer tous les autres utilisateurs. Donc c'est une logique à prendre que vous devez prendre l'habitude d'avoir, c'est de faire des requêtes avec des extractions mensuelles en mois de traitement pour reconstituer une année de soins, par exemple. Ce que vous avez dans cette dernière diapo, pour cibler les soins d'une année, vous allez avoir à faire une requête sur cette période de soins pour chaque mois de traitement de l'année
et un peu plus puisqu'on peut rembourser les soins après la date de soins, hein, donc jusqu'à 27 mois après. Et ensuite, vous concaténez le résultat de toutes vos requêtes mensuelles pour reconstituer les soins de l'année. Je passe la parole à David sur la partie environnement pour la minute qui nous reste. Oui, c'est bien, vous avez été super rapide, merci beaucoup, il n'y a pas de souci. Non, je voulais juste revenir un petit peu sur les différents serveurs parce que c'est très important puisque vous allez être nombreux à être sur les données exhaustives, donc avoir vraiment une vision des différents serveurs et de la gestion des espaces de travail, ça va être quelque chose d'important. Donc ça c'est votre poste de travail, hein. Ça c'est le serveur Citrix, c'est-à-dire ça va être c'est des serveurs en fait qui vous permettent d'interroger les données sur lesquelles il y a Guide, sur lesquels il y a Office. Et puis ça c'est des espaces de travail. Donc vous avez 3 espaces de travail, un espace SaaS, vous avez un espace Oracle et puis un espace SPDS en fait, hein. Donc ça c'est plutôt pour le GB. Ça va être plutôt sur des CIR. Et puis l'espace SaaS, ça va être votre espace de travail, des espaces projets, etc. Et donc il faut bien avoir ce petit schéma-là en tête, hein. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur ce schéma-là parce que il vous permet à la fois de gérer vos espaces de travail et à la fois aussi d'éviter des erreurs entre des écritures qui sont purement SaaS et des écritures qui sont purement Oracle en fait. Alors voilà, donc le truc essentiel, effectivement, c'est qu'il faut éviter de faire des jointures du coup entre des espaces qui sont sur Oracle, donc là où vous interrogez les données, et puis des espaces SaaS où c'est là où vous allez modifier vos données. Donc soit des espaces personnels, soit là où vous mettez vos résultats de requête, si vous voulez, hein. Donc ça, c'est aussi un élément essentiel. Sophie a parlé d'éviter de faire une restriction sur FLX10DTD. Donc ça, c'est vraiment très très essentiel. La deuxième chose essentielle, c'est effectivement de ne pas faire de jointure entre des espaces qui sont différents. Et puis, aussi, quand on écrit des fonctions SAS dans Oracle, elles sont pas forcément reconnues. Donc du coup c'est la même chose en fait que quand vous faites des jointures entre 2 espaces différents, c'est-à-dire que le système prend ce qu'il y a dans Oracle, le met dans SAS pour après pouvoir faire ce que vous lui avez demandé. Et ça prend beaucoup de temps parce que du coup, comme la volumétrie des données est très importante, voilà, donc ça c'est 2 choses, ces 2 recommandations qui sont très importantes. Autre chose pour gérer les espaces SAS, c'est que voilà, on préconise effectivement de stocker les résultats et de faire des traitements plutôt dans l'espace SAS, hein, donc c'est-à-dire soit la work parce que là c'est un espace temporaire, donc voilà, ça nettoie automatiquement. Soit vous pouvez aller alors sur SAS User, SAS Data, qui sont un espace personnel, mais là il faut du coup le gérer et puis faire vous-même vos nettoyages. Vous pouvez aussi utiliser Aura User. Donc Aura User, c'est plus quand vous souhaitez joindre des données personnelles avec des données d'Oracle. Donc là, vous restez sur Oracle, en fait, évidemment, pour éviter de faire des jointures entre différents espaces. Donc tout ça, c'est expliqué dans un guide de bonne pratique, SAS, qui est disponible dans l'onglet Accueil du portail SNIRAM, dans une petite rubrique qui s'appelle Pour votre information. Vous avez vraiment les documents les plus essentiels. Voilà, donc je vous invite évidemment à consulter ça, c'est vraiment vraiment nécessaire. Pour ceux qui se sentent un peu perdus avec ça, il faut ne pas hésiter à revenir peut-être sur des formations ou voilà, ou des choses spécifiques parce que évidemment c'est quand même un petit peu technique. Pour les espaces projets, donc ça, on insiste aussi pas mal là-dessus, c'est-à-dire qu'effectivement, on crée de plus en plus d'espaces projets. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est des espaces SaaS en fait, hein, que vous pouvez demander et qui vont être communs pour un travail commun. C'est-à-dire que vous allez pouvoir définir votre volumétrie de données sur lequel vous avez besoin, et puis les gens qui vont y accéder en lecture, en écriture. Donc, vous gérez finalement votre propre espace au sein du SNDS. Donc là, la documentation pour y accéder et puis les formulaires, donc j'ai mis un petit peu là en copie. Il y a 2 formulaires, hein. Il y a un formulaire de création d'espace projet et puis un formulaire de gestion
d'espace projet, parce que du coup, il y a aussi des habilitations à faire, hein, et puis qui peuvent varier dans le temps. Ça, vous pouvez les trouver dans la partie documentation du SNDS, hein, dans la documentation BO, donc c'est ce qui est indiqué là dans cette petite partie-là. Voilà, là, ici, tac, voilà. Bon, bref. Et donc, voilà, ici. Et donc, il faut faire il faut envoyer ces formulaires à une adresse qui s'appelle suivi.moise.cnam@assurance-maladie.fr, et donc on va gérer ça, voir avec vous et vous répondre et créer les espaces. Alors, ça aussi, c'est dans l'outil de guide de bonne pratique SaaS. On a des macros qui permettent de gérer les espaces, de voir où est-ce que vous en êtes. Et donc, par exemple, on a pris l'exemple de la macro pourcentage conso EP qui permet de savoir ce qui vous reste comme espace de travail sur votre espace projet. Vous avez aussi des macros de suivi des quotas sur d'autres espaces de travail. Donc, tout ça, c'est encore une fois dans le guide de bonne pratique SaaS. Voilà. Donc, je vous ai expliqué un petit peu comment le trouver. Alors, bon, on insiste pas mal là-dessus parce qu'effectivement, ça a été fait en collaboration, hein, avec l'informatique. Hein. On travaille vraiment en étroite collaboration avec eux pour essayer de gérer au mieux voilà, un nombre d'utilisateurs qui est quand même assez important, et puis des données de plus en plus volumineuses et qui sont ouvertes à de plus en plus de personnes. Donc du coup, ça nécessite vraiment d'être assez de travailler en bonne collaboration, puis d'être assez strict là-dessus. Et puis donc évidemment, vous avez une partie support. Donc nous on est en soutien en fait, hein, du support, mais le support se situe plutôt du côté d'Évreux, et avec un dossier qui se fait au niveau du centre de support national. Donc vous avez ce mail qui est support-national.cnam@assurance-maladie.fr, avec donc, je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi les formations peut-être, qu'il faut mettre création en objet du mail, sinon il est rejeté. Mais donc vous pouvez ouvrir effectivement un dossier au support CSN par ce biais-là et par ce mail. Voilà. Sophie, si tu veux clore. Oui, c'était juste pour vous rappeler qu'il y a une boîte aux lettres pour toute question qui s'appelle snds.cnam@assurance-maladie.fr, qui vous permet donc de nous poser des questions, alors en essayant de classer vos sujets entre formation, habilitation, données en open data, extraction ou autre. Et puis, si vous souhaitez, quand vous êtes habilité, vous pouvez aussi vous inscrire pour recevoir les actualités SNDS mensuellement sur votre boîte mail, et donc vous avez ce formulaire à remplir si vous le souhaitez. Voilà, je pense qu'on a dépassé notre temps de parole, donc je ne sais pas si on a le temps ou pas de répondre à quelques petites questions. Je voulais juste te dire par rapport à R que il devrait être généralisé normalement en mars, et qu'un process pour s'inscrire va être communiqué prochainement pour pouvoir être habilité, avoir accès à R dans le portail. Et voilà, c'est la question que j'ai vue qu'il y avait. Donc voilà, voilà. Alors je complète ce que dit Sophie, c'est exactement ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que il sera pas généralisé à l'ensemble des personnes d'un seul coup, hein, parce qu'évidemment on a besoin de monter un peu en compétence là-dessus, et puis d'avoir voilà, de voir un petit peu la charge machine, comment ça se passe, etc. Pour pas faire tomber l'ensemble du système, puisque pour revenir à mon petit à ma petite slide sur l'architecture, ce sera sur le serveur Citrix, donc comme SaaS Guide, comme tout un tas d'autres choses, et ça va faire appel à des ressources à la fois communes entre SAS et R, et à la fois aussi à des choses un petit peu nouvelles qu'on maîtrise pas encore complètement. Donc à partir de mars, ce sera généralisé, mais il faudra on autorisera en fait ces accès sur demande toujours, et donc on gérera petit à petit la montée en charge de R.